Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la dernière étape de cette 25e édition du Tour de Under. On avait une journée de 90 km, en fait ça ressemblait à un critérium autour d'Adélaïde pour un circuit assez court qui devait faire 4 km, 4 km 5 à peine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent, notamment des vidéos cyclisme. On va essayer, il y a encore Visma parmi les équipes World Tour UAE, donc on va essayer de faire ça aujourd'hui, demain, après-demain. Voilà, pour que tout soit fini, allez, maximum mardi, quoi, que tout soit terminé. Il y aura une présentation du Alou Latour aussi qui est prévue pour la semaine prochaine. Et puis, toujours en attente, la vidéo sur la domination de Pogacar, la vidéo également de présentation du parcours du Giro de la Vuelta. Là, j'essaye de trouver un trou, un moment pour pouvoir faire ces vidéos, mais en ce moment pas mal rempli le programme sur la chaîne depuis le début d'année, depuis le 1er janvier. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, vous pouvez également rajouter la petite cloche. Alors cette étape numéro 6 du Tour de Under, que dire de cette étape? C'était pas très passionnant. On a vu mieux quand même sur le Tour de Under. C'est un critérium, mais en fait bon, il ne s'est pas passé grand chose dans la journée. Je suis pas sûr de l'intérêt vraiment d'une course comme celle-là. On n'est pas sur une course de 3 semaines. Pour moi, c'est intéressant sur une course de 3 semaines parce qu'on célèbre également un effort physique qui a été important et même le dernier qui finit un grand tour, c'est déjà une performance de finir un grand tour. C'est déjà quelque chose d'important. Bon, autant sur une course qui a duré 5 jours, enfin qui a duré 6 jours, pardon, avec pas forcément des étapes hyper longues. Finir un Tour de Under, c'est quand même pas le truc le plus impressionnant au monde dans la vie et la carrière d'un coureur, et il s'est vraiment pas passé grand chose. Allez, on regarde le résumé très rapidement. On a eu eh bien, dès le départ en fait quasiment une échappée qui est partie au bout de 2 km, donc c'est un circuit de 4 km 5 puisqu'il y avait 20 tours à réaliser de 4 km 5, ce qui faisait 90 km par magie. Une échappée qui sort et qui n'a pas mis beaucoup de temps à sortir avec O'Brien, avec Owen, j'ai mis Owen, c'était Awson plutôt, oui j'ai mal écrit, Damian Awson, et puis on avait également Pedersen. Cette échappée qui va avoir pas grand chose en avance, on aura 20 secondes en gros d'avance, 20-30 secondes pendant toute la journée. Ça a été vraiment pas énorme, on sent que les coureurs avaient d'autres priorités que l'échappée. Voilà, donc c'était vraiment pas la priorité majeure, et en même temps, elle gênait pas trop cette échappée, mais on lui a jamais laissé plus de 30-40 secondes. En fait, l'écart max, ça sera 45 secondes, ça sera aux alentours de 50 km, de 40 km de l'arrivée même, mais sinon, en général, cette échappée a eu entre 20 et 30 secondes d'avance. Mais ils ont pu se partager les points, les différentes secondes de bonification, avec derrière la Red Bull Borans-Grohe qui faisait la majorité du travail pour contrôler. On va avoir quelques accélérations, une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, notamment Finn Fisher Black, mais qui va être suivi par Tess Fassion. Donc pas de problème de ce côté-là. Et à la fin, eh bien l'écart se réduit. Les trois coureurs vont être repris. Le dernier qui résistera, ça sera Casper Pedersen qui part seul pendant 2-3 km. Et puis à la fin, ça nous donne bien un sprint, une chute. Du côté de la Groupama FDJ, notamment Lewis Husky qui est impliqué, chute qui va casser le peloton à 1 km 300, 1 km 400 de l'arrivée. Et à la fin, c'est un sprint. Un sprint très linéaire, Sam Welsford est le mieux placé, Brian Coquard n'arrivera jamais à le rattraper. Il y a 2 virages en fait à 300-400 mètres de l'arrivée, 2 virages sur la gauche. Certains coureurs vont mal le prendre ce virage-là, ce qui va créer des cassures et ce qui permettra jamais en fait d'aller chercher Sam Welsford. Qui était fort aujourd'hui, mais Bauhaus devait être pas mal, mais démarrer son sprint de beaucoup trop loin, donc voilà, vous avez pas raté grand chose. On peut juste notifier quand même par rapport à l'étape de la veille, l'étape numéro 5, on avait parlé de la stratégie de la Lidl Trail qui n'avait pas été exceptionnelle.
Ça n'a vraiment pas été exceptionnel jusqu'au bout, parce que Juan Pedro Lopez a été disqualifié de ce Tour Down Under hier pour bidon collé. Et oui, il est resté accroché au niveau du bidon quand il était un petit peu en chasse-patate. Vous avez notamment des caméras qui le filment, où il est accroché à la moto neutre. Et donc ça lui a coûté une disqualification. Donc vraiment hier, la stratégie de la Lidl Trek, c'était vraiment une catastrophe. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Premier coureur au top du jour, Sam Welsford. C'était pas forcément simple ce matin, avant le départ, parce qu'il est quand même tombé à 2 reprises, tombé hier, tombé lors de l'étape 3, je crois, ou de l'étape 2 plutôt. C'est l'étape 2, hein, la deuxième qu'il avait remportée. Et c'est vrai que même s'il avait dominé les 2 premiers sprints, on pouvait quand même se poser la question de quelle était sa condition physique après ces 2 chutes. On sait que c'est aussi pas un coureur qui passe extrêmement bien les bosses, donc la veille il y avait eu Virunga Hill, plus la chute, donc ça avait peut-être un peu fatigué le coureur, mais l'étape correspondait totalement à ses qualités, quoi. C'est 90 km, c'est tout plat, je ne sais même pas s'il y avait 1000 mètres de dénivelé positif aujourd'hui. Il fallait juste être placé sur la fin, il fallait rester détendu, je dirais, pendant la première heure et demie de course, et vraiment se concentrer sur la dernière demi-heure, le dernier 3/4 d'heure d'épreuve, et encore, il n'y a pas eu tant d'animation que ça, il s'est pas passé tant de choses que ça. Et Welsford, après dans le final, malgré tout le travail qu'avait réalisé la Red Bull Bora en amont, ça roulait pas non plus sur un si gros tempo que ça pour aller rechercher les 3 coureurs échappés. Donc ce qui fait que la Red Bull Bora a pas dû s'employer tant que ça non plus. Et après dans le final, il est vraiment positionné en première position et il est parfaitement protégé. Van Poppel le lâche correctement aujourd'hui et personne ne peut le remonter sur la fin. Mais ça a été très linéaire parce que encore une fois, la chute a enlevé quelques coureurs. La Groupama emmenait très bien les Wissaski à ce moment-là. Que Andresen par exemple a complètement raté son virage, ce qui a un peu désorganisé les coureurs derrière, et ce qui fait que Welsford n'a pas eu vraiment à s'employer tant que ça pour aller remporter cette étape, surtout qu'après le virage c'était un peu en faux plat descendant, donc c'est à dire que grosso modo il fallait sortir en tête du dernier virage et ensuite il fallait juste bourriner sur les pédales. Il n'y avait pas vraiment de grande réflexion à avoir, et donc Welsford aujourd'hui a été le plus fort sur sa arrivée. Donc voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Belle semaine, 3 victoires pour Sam Welsford. Je pense qu'il remonte même dans le classement des coureurs qui se sont le plus imposés sur le Down Under, hein, parce qu'en statistique, j'ai peut-être ça. Tour Down Under. Est-ce que j'ai des statistiques? Must win. C'est must win au général, mais moi j'aurais voulu le nombre d'étapes. Et ça, je ne l'ai pas, bien entendu. Mais il n'y a pas eu beaucoup. Officiel résultat. Non, ouais, j'ai Simon Garant, mais c'est le classement général. C'est pas les étapes. Mais il n'y a pas eu. Peut-être Most Top 10. Ah, Most Stage Win, voilà, c'est ça que je voulais. Welsford est désormais 6ème dans le classement du nombre d'étapes remportées, à égalité notamment avec Alan Davis. C'est un des profils assez similaires avec Alan Davis. Devant, c'est Richie Porte, Caleb Ewan, Robbie McEwen, dont je vous parle assez souvent, et André Greipel, qui aimait bien aller sur le Down Under et qui a 18 victoires d'étapes dans sa carrière. Voilà. Mais c'est déjà plus que Peter Sagan, c'est plus que Declan Evans, c'est plus que Eric Zabel aussi, que Baden Cook, notamment du côté des sprinters, ou Graham Brown, également sprinter australien. Voilà, du côté de Sam Welsford, deuxième coureur au top. Brian Cocard, aujourd'hui, pas encore bien entouré, mais bon, j'ai envie de dire, ça a été un peu la ritournelle de toute la semaine. C'est vrai que du côté de Cofidis, si on veut que Brian Cocard gagne plus de courses, il va falloir quand même lui mettre du monde autour de lui. Et ça a été un peu la phrase qu'on a souvent dit sur cette épreuve. C'est que on a eu un peu ce problème-là d'avoir toujours, on va dire, le même problème pour moi, c'est il était très mal entouré. Donc ça a été toujours assez compliqué, je trouve.
Pour Brian Cocard, après, pour moi, il a été vraiment bon aujourd'hui dans son placement. C'est vrai qu'il s'est très très bien débrouillé pour aller choper la roue de The Wellsford. Vraiment, regardez, dans les 4-5 derniers kilomètres, il fait vraiment un excellent travail. Sans se mettre en danger non plus, hein, sans prendre trop de risques. Brian Cocard, il fait vraiment le boulot pour aller choper la route de Wellsford. Bon, après, il n'était pas en capacité d'aller le chercher aujourd'hui. Wellsford était au-dessus, très clairement. De toute manière, il était au-dessus sur cette course, hein, au niveau des sprints, parce qu'en fait, le seul sprint qu'il ne gagne pas, qui est remporté par Brian Cocard, oui, mais il n'était pas là, c'était Laurens Pitty à la place. Donc il a été très très bon. En plus, son équipe n'a pas forcément mis d'autres coureurs en danger, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et Brian Cocard, oui, bah, il prend encore une deuxième place. Aujourd'hui, il n'y avait rien d'autre à faire, hein, face à Wellsford par rapport au placement. S'il y avait eu un train Cofidis, peut-être que, mais il n'y a pas eu de train Cofidis. Je trouve quand même qu'il s'est très bien débrouillé seul dans le final, parce qu'il s'est retrouvé vraiment très vite seul. Et qu'il a réussi à prendre encore une fois la bonne roue et à trouver la bonne roue. Donc c'est bien, parce que j'avais eu des doutes lors du premier sprint en disant je trouvais qu'il n'avait pas vraiment réussi à frotter. Là on voit aujourd'hui il a vraiment réussi à frotter correctement. Donc c'est plutôt une bonne chose du côté de Cocard, qui a refait de la piste aussi cette année, hein, les championnats de France notamment avec Benjamin Thomas, donc ça va peut-être aider le coureur français, notamment à se placer aujourd'hui sur ce critérium du côté d'Adélaïde. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. 4 bonnets d'âne aujourd'hui, on commence avec Andresen. Aujourd'hui, c'est pas un bon sprint de la part d'Andresen. En fait, il perd complètement son sprint parce qu'il a complètement raté le virage. Il y avait un double gauche qu'il fallait prendre dans les 400 derniers mètres. Il le prend complètement à l'extérieur. Déjà, auparavant, il n'était pas hyper bien placé. C'est vrai qu'aujourd'hui, autant on avait vu la Pique Nikenel pas mal bosser hier, notamment lors de l'approche de Vljunga Hill. Ils avaient beaucoup bossé. Autant aujourd'hui, Andresen, il était un peu tout seul là aussi. Et il se retrouve donc complètement extérieur. Mais autant Cocard, lui, n'a pas été gêné dans ce double gauche, autant Andresen, lui, il part complètement à l'extérieur, ce qui crée une cassure après derrière, et ce qui fait que son sprint n'est pas bon, hein. Je crois qu'il finit 8ème, mais il commence son sprint complètement arrêté, parce qu'il a dû énormément freiner, complètement à l'extérieur. Un sprinter doit savoir maîtriser son vélo. Et là, il y a eu un manque de maîtrise de la part d'Andresen aujourd'hui de son vélo, ce qui lui coûte très cher. Voilà. Donc il faut savoir prendre des virages rapidement, parce que bah oui, quand vous faites des sprints aujourd'hui dans les arrivées, les derniers kilomètres, ils sont pas toujours tout droits. Vous pouvez avoir des derniers kilomètres où il y a des virages, et il faut savoir prendre ces virages-là correctement, rapidement, sans se mettre dans le mur. Mais là, il était mal positionné, il le prend un peu à l'envers, son virage, parce il le prend... même en termes de trajectoire, c'est vraiment pas bon. Même s'il était à l'extérieur, sa trajectoire est pas top. Il part très vite vers l'extérieur. Il se fait très vite embarquer dans le virage. Et après, derrière, c'est pas un très bon sprint de la part d'Andresen. Donc, petite déception, voilà, pour moi, avec le Danois aujourd'hui. Deuxième bonnet d'âne, mais bonnet nounet d'âne aujourd'hui, c'est Teutenberg. Faut pas oublier que ça reste un coureur jeune, Tim Thorn Teutenberg. Mais aujourd'hui, là aussi, alors lui, c'est pas dans le virage. Il perd déjà le sprint avant le virage. En fait, il se fait complètement enfermer et il a été un peu trop tendre. C'est vrai que je le regardais dans les 2-3 derniers kilomètres. Et je le voyais, je me disais, mais il est complètement enfermé. Et puis, il essaye pas de se dépatouiller de cette situation-là. C'est-à-dire qu'il était complètement enfermé et il n'arrivait pas à trouver la solution. Et il osait pas trop frotter. J'avais l'impression que là il avait pas trop envie d'aller au contact, Teutenberg, donc ce qui fait qu'il perd beaucoup de place en fait à ce moment là, parce qu'il est complètement à l'intérieur. Je pense lui aussi le virage n'a pas dû être pris parfaitement, parce que comme il est hyper à l'intérieur et complètement enfermé, il a dû freiner, je pense, à un moment à la moitié de la courbe. Et là aussi, c'est un sprint qui est moyen pour Teutenberg. Voilà, 9ème, c'est pas exceptionnel, surtout vu la densité au départ, en sachant qu'en plus Arne Marit ne fait pas un bon sprint non plus. Donc il y avait de la place pour Teutenberg. Je pense qu'il y avait vraiment de la place quand tu vois Rui Oliveira par exemple faire 4. En sachant que le sprint vraiment de Rui Oliveira est pas fantastique, mais il fait 4 grâce à l'approche, en fait, grâce au travail qu'il a effectué et grâce à son placement.
Donc voilà, du côté de Tottenberg, s'il y avait eu un meilleur placement, ça aurait pu le faire pour le coureur allemand. Et puis on passe à Corbin Strong. Compliqué du côté de Corbin Strong, c'est un sprint en descente sur le plat. Bah là on voit les limites de Corbin Strong aujourd'hui sur ce type de sprint. Il n'est pas en capacité d'aller chercher les meilleurs. On voit déjà de toute manière qu'Israël n'avait pas forcément vraiment roulé pour lui aujourd'hui. Il n'y avait pas un travail de la part d'Israël pour l'entourer. Et là aujourd'hui on est sur un vrai sprint massif et on voit les limites de Corbin Strong sur ce type d'arrivée. C'est tout le problème aujourd'hui d'un Corbin Strong, je le dis assez souvent, c'est qu'il n'a pas beaucoup de courses qui conviennent à son profil de coureur. Et ce qui est le problème, voilà, du coureur néo-zélandais, il n'y a pas suffisamment de sprints qui peuvent convenir à ses qualités. Et c'est ce qui fait qu'il se retrouve souvent pas forcément avoir beaucoup de résultats sur l'année. Là, si on regarde son Tour de Under, il n'est pas exceptionnel, hein, le Tour de Under de Corbin Strong. Il n'est pas à la fête non plus sur le sprint face à Brian Cocard, où là, il y avait une véritable opportunité pour lui. Et sur les sprints sur le plat, il fait des top 10, mais il fait pas mieux. En sachant que là, sur ce de Under, on n'avait pas forcément la plus grosse densité de sprinters au départ. Donc, s'il y a beaucoup de sprinters aujourd'hui, Corbin Strong, il ne peut pas exister. Et actuellement, le problème de Corbin Strong, c'est que c'est pas un mec suffisamment rapide sur le plat pour aller chercher la gagne. Et on voit que ça progresse pas dans ce domaine-là, du côté de Corbin Strong. Donc, petite déception de ce côté-là. Et puis, dernier flop de ce Down Under pour cette édition 2025, Ineos. On revient en fait sur le même problème depuis 2-3 jours. Ineos roule beaucoup, mais n'a pas forcément le coureur pour la gagne. Là, aujourd'hui, on roule encore pour Sheffield. Sheffield, aujourd'hui, il fait 11, je crois. Il fait pas un super sprint aujourd'hui, Sheffield, mais bon, de toute manière, c'est Magnus Sheffield, donc on n'est pas non plus sur le meilleur sprinter de la Terre. Sheffield, il fait 16e aujourd'hui. Je me demande vraiment pourquoi Ineos a roulé. Parce que Ineos met beaucoup d'énergie à rouler. Alors, est-ce que... Je pense que c'était pour Swift. Voilà, je pense que c'était pour Zwift. Swift, soit Ben, soit Connor. Mais je pense qu'ils ont été gênés par la chute. Mais ils ont mis beaucoup d'énergie. Ou pour Watson. Ouais, non, c'était peut-être plus Watson. Mais de toute manière, même Watson, sur ce sprint-là, allez, au mieux, il fait 6 ou 7. Il fait pas beaucoup mieux, Watson. Je me demande vraiment pourquoi Ineos roule autant. Et là, il n'y avait pas d'intérêt. Il n'y avait pas d'intérêt à rouler autant. Il y avait plus d'intérêt, en fait, à ce que Geraint Thomas prenne l'échappée du jour, plutôt qu'on roule autant pour essayer de jouer le sprint. Encore une fois, on n'a pas le coureur suffisamment rapide pour jouer le sprint. Donc je trouve ça assez surprenant, l'attitude d'Ineos, de rouler autant à l'avant du peloton, pour pas grand chose. C'est vrai que quand on regarde Ineos sur cette course, ça a mis beaucoup d'énergie pour au final très peu de résultats. Bon, il y a Sheffield, mais en dehors de Sheffield, c'est pas dingue quoi. Hein. Le premier coureur de l'équipe, c'est Sheffield. De toute manière, il marque que 155 points UCI. Il y a Sheffield qui en marque 150. Le deuxième, c'est Kwiatkowski, qui est 52e. Voilà. Et ensuite, on est 65, 66, 77e, 78e, 129e. Pour tout vous dire, même le classement par équipe de la Ineos, par rapport, c'est quand même une équipe qui a toujours essayé de faire des bons classements par équipe, c'est la dernière équipe sur ce Down Under. Donc derrière, notamment la sélection australienne. Derrière, Quick-Step, qui pourtant n'a pas été énormément visible. Derrière, Cofidis, qui est passé à côté du classement général. Derrière, Astana. Par exemple, donc c'est quand même surprenant de la part d'Ineos. J'ai l'impression qu'Ineos a toujours pas compris que c'était plus la meilleure équipe du monde et que même de toute manière, il y a un moment, c'était pas eux de prendre en main la course à ce niveau-là. Donc je comprends pas l'attitude d'Ineos. Il n'y a pas que les coureurs qu'il faut changer chez Ineos, hein. Le staff derrière, là, c'est un peu du grand n'importe quoi quand même depuis quelques temps. Dans la formation britannique, on dit toujours que la fin de la grosse période Sky Ineos a été la mort de Nicolas Portal, mais c'est la vérité au bout d'un moment, parce que là, en termes de stratégie, c'est une catastrophe. Là, sur ce Tour de Under, j'ai beaucoup parlé de la Lidl Trek. Il n'y a pas que la Lidl Trek qui a été un peu catastrophique en termes de stratégie. Ineos, ça n'a pas été beaucoup mieux. La EF aussi, qui a beaucoup roulé pour pas grand-chose. Parce qu'on les a souvent vus à l'avant du peloton sur les sprints, ils n'ont rien fait. Même hier, il y en avait encore un qui était à l'avant de la course,
à un moment à 50 bornes de l'arrivée, sauf qu'il n'y a personne qui joue au général non plus. Donc là aussi, il y a plusieurs équipes en termes de stratégie. J'ai pas vraiment compris quelle était l'idée. Allez, on regarde tout de suite les différents classements. On regarde tout de suite le classement final de ce Tour de Nonder. On commence tout de suite par le classement de l'étape. Donc victoire de Sam Welsford devant Coquard, Bauhaus, Oliveira et Danny Van Poppel avec la Red Bull qui arrive à prendre la 5e place. Du côté du classement général, pas de changement dans le top 10. Donc Narvaez, Romo, Fischer, Black, Only, Tronchon, Plapp, Sheffield, Glog, Corrad, Woods. Il n'y a pas eu de grosse chute à part celle de Lewis Haskey, mais qui était dans les 3 derniers kilomètres. Donc pas de problème de ce côté-là. Du côté du classement du maillot vert, donc Sam Welsford l'emporte. Il fallait qu'il gagne aujourd'hui. Il est à égalité de points, je crois, avec Narvaez. Et donc Coquard est 2 devant Phil Bauhaus. Du côté du classement de la montagne, Browning devant Mauro Schmidt et Jonathan Narvaez. Du côté du maillot blanc, Philipsen, donc à 18 ans, remporte son premier maillot blanc, en sachant que je crois que jusqu'en 2030 ou 2031, il sera maillot blanc. Donc potentiellement, il peut y avoir encore pas mal de maillots blancs à aller chercher sur pas mal de courses. Devant Zach Marluage et Pablo Torres. Et puis du côté du classement par équipe, la Lidl Trek a gardé ses 2 secondes d'avance sur UAE Israël. Et 3e devant Jaiko Alula et Groupama FDJ. On regarde un petit peu le programme de la semaine prochaine. On aura donc les courses à Palma de Majorque, donc notamment le trophée au Calvia, le trophée au Cés Salines et le trophée au Palma. Et puis on aura aussi le Grand Prix La Marseillaise. Et petite particularité cette semaine, le Alula Tour. Normalement le Alula Tour était en même temps que l'Étoile de Bessèges et le Tour de la communauté de Valence. Mais désormais il est une semaine plus tôt. Donc dès la semaine prochaine on aura le Alula Tour. Avec cette fameuse montée du Skyview of Arat Ouerid, si je ne me suis pas trompé dans la prononciation, qui est le point d'orgue de cette étape. Mais il y aura une deuxième étape compliquée cette année sur le Alula Tour. Et puis bien entendu, on continuera en Australie. Cadel Evans Great Ocean Road Race et la Surf Coast Classic qui sera au programme des concurrents et des concurrentes également sur ces différentes journées de compétition. Donc voilà le programme de la semaine à venir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis nous, on se retrouve donc dès la semaine prochaine. Allez, ciao ciao!